Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Nouveau bilan et encore un nouveau duo puisque je suis aujourd'hui avec Doug. Salut Doug, Salut Jérôme, salut à tous. comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, on est en pleine free agency, ça tombe dans tous les sens et bonne saison là, c'est sympa. Ouais, tu fais bien de préciser que c'est la Free Agency puisque avec notre rythme d'enregistrement, il se peut que parfois on donne une petite info et qu'elle soit obsolète ou déjà comblée 5 ou 6 heures après l'enregistrement. Donc on fait au mieux pour coller à l'actualité, mais la NFL n'est pas de tout repos en cette intersaison. C'est ça, des fois on verra au moins si nos prédictions sont justes, hein. On n'a pas à attendre Ouais, longtemps pour les vérifier. ouais. Et puis on n'a pas encore assez de haters pour qu'on nous dise non, mais de toute façon, je suis sûr que vous l'avez enregistré après, c'est pas possible d'avoir dit ça et que ça arrive pile poil. C'est quand on est avec des gens compétents, de toute façon. Voilà. Exactement. Eh bien, on va aujourd'hui parler de la NFC Nord. NFC Nord, donc des Lions, des Packers, des Vikings et des Bears. Division qui a été, dans l'ensemble, avant qu'on rentre dans le détail des équipes, plutôt intéressante, puisque les résultats de fin de saison ne suivent pas forcément ce qu'on attendait avant la saison. Je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, c'est exactement ça. On avait quelques attentes au niveau des Lions par rapport à ce qu'ils avaient montré la saison précédente, mais bon, ça restait les Lions, donc on savait pas trop où ça pouvait aller. On se disait que Green Bay, en ayant tradé Aaron Rodgers, ça allait être compliqué. Les Vikings, c'est toujours un petit peu ce ventre mou de la NFL depuis quelques années, c'est un peu compliqué aussi. Bon, les Bears pour le coup sont dans le bas du classement depuis pas mal d'années et donc ouais, c'était pas forcément la division la plus excitante au départ, mais à l'arrivée, on est obligé de dire que ça a pas fait pchit du tout. Hein. Ça a été plutôt probant. On a quand même deux équipes qui passent un tour de playoff, donc pas toutes les divisions qui peuvent ouais, s'en vanter. ouais. Non, mais c'est vrai que quand tu la regardes en début de saison, tu te dis bon, une, ok, deux peut-être, et probablement pas les deux et dans cet ordre-là C'est ça. que tout le monde aurait imaginé. Avant d'entrer dans le détail des équipes, je rappelle quand même pour ceux qui nous prendraient en cours de route le format des bilans. On va faire un petit point sur la dynamique qu'il y a eu pendant la saison, les impressions qu'on avait, les changements qu'il y avait, les gros changements qu'il y a pu avoir. On fera bien sûr un petit focus sur des joueurs qui nous ont plu, un peu moins plu, et puis on se projette à très court et moyen terme, j'ai envie de dire, puisqu'on on va creuser un peu le plan pour la suite de l'intersaison, même si celle-ci est déjà entamée, et voir un peu ce que ça peut donner la saison prochaine. Donc je te propose que l'on commence avec les Lions. Les Detroit Lions qui ont donc remporté la division avec un bilan de 12-5 et tu l'as dit, ça a passé au moins un tour de playoff et même mieux puisqu'ils sont allés en finale de conférence. Ouais, c'est ça. Les Lions quand même qui font vraiment une belle saison, une belle équipe. C'est vraiment plaisant à voir jouer. Ça part un petit peu dans tous les sens. C'est plutôt équilibré, on peut le dire, entre l'attaque et la défense. Il n'y a pas de gros points faibles dans cette équipe-là. Et c'est encore plus équilibré entre la course et la passe parce qu'on se retrouve avec un Jared Goff qui a bien distribué le ballon. On se retrouve avec un coureur sélectionné au premier tour l'année dernière qui fait le taf, qui a mis un petit peu de temps à rentrer dans le playbook et dans la comment dire dans l'équipe première, mais voilà, ils l'ont ménagé, ils ont eu raison et ça a payé quoi. Donc non, belle équipe. Et puis Dan Campbell, hein, beaucoup d'audace, Ouais. de l'audace, de l'audace, de l'audace, comme dirait Napoléon. Et ça paye pas toujours malheureusement. Nous on aime bien en France, on aime bien ces gens-là qui tentent. C'est un petit peu le poulie d'or de la NFL quoi. On aime bien ça et les Américains ont plus de mal. Hein, ils vont plus se moquer de lui parce que pour le coup là-bas c'est plus s'il n'y a pas de résultat à la fin, c'est plus Ouais. compliqué. Mais nous en France on aime beaucoup ça. Donc non, vraiment une belle équipe, très jeune et donc ça va encore continuer de progresser, j'imagine, les saisons prochaines. Donc voilà. Ouais, eh bien écoute, je suis d'accord avec à peu près tout ce que t'as dit. Je mettrai un petit bémol sur le pas de point faible. J'ai trouvé que le backfield défensif, les cornerbacks et les safety, alors il y a eu des blessures aussi, notamment C.J. Garner-Johnson qui était censé être recruté pour apporter là-dessus.
Mais en revanche, le front seven, c'était une des meilleures défenses à la course, les Lions. Ça, c'était Mm. impressionnant. Contre la passe, ils encaissaient énormément. Ils arrivaient quand même de temps en temps à faire le stop qu'il fallait, mais ouais, c'est vraiment l'escouade qui a eu du mal, je trouve. Et je suis d'accord avec toi sur Dan Campbell. Je pense qu'il y a un curseur à trouver entre l'image qu'on se fait de lui en France et l'image qu'il a aux États-Unis. Ah, j'ai entendu de ces trucs, mais ça allait du manager ultra audacieux au moniteur de Club Med, tu vois. Donc bon, je, je pense qu'il y a un juste milieu à mettre Ouais, là-dedans. ouais. Ben, c'est un petit peu l'image que je vous avais envoyée sur notre groupe Discord. Hein. C'est Dan Campbell, voilà, le millionnaire, il est à 95, il peut gagner 100, il dit allez, on l'attente. Il se retrouve avec 5 et tant pis quoi. C'est un petit peu ça des fois. Donc voilà, oui, je pense que on sort d'une génération de coachs avec les Belichick, avec tous ces anciens qui sont plutôt dans la rigueur et justement dans le pragmatisme. Ouais. Euh, voilà, Dan Campbell, il va prendre un petit peu de bouteille aussi. C'est que sa deuxième saison en tant que coach avec les Lions, hein, donc il faut que ça rentre aussi quand il aura perdu une ou deux finales de conférence et qu'il aura raté un Super Bowl à cause de ça. Ben, je pense que la fois d'après, il y réfléchira un petit peu plus. Mais bon, ça n'enlève rien au fait qu'il a réussi à souder ce groupe. On l'a vu sur l'Hard l'année dernière, c'est un meneur d'hommes. On le Ouais. voit sur le bord du terrain, etc. On voit que les joueurs se défoncent pour lui. Donc, il a fait vraiment un gros travail. On parle des Lions quand même, hein, et les gars arrivent en finale de conférence. Donc, non, non, c'est quand même du plus pour cette équipe. C'est indéniable. Ouais, bah ouais, les mecs, ils ont joué plus de matchs de playoffs cette saison que sur les 30 dernières années en cumulé. Voilà. Donc, au bout d'un moment, faut, faut réussir à prendre un peu de recul là-dessus. En tout cas, ouais, les Lions, ça a marqué par une attaque de feu à tous les niveaux. T'as parlé du jeu au sol. C'est vrai que on s'est posé la question, est-ce que Jahmyr Gibbs aussi haut à la draft, c'était intéressant. Il s'avère que le duo avec Montgomery était vraiment génial. Mm. Les cibles, il y a une grosse variété et encore, elles n'ont pas été tout au niveau. Je parle notamment on en reparlera peut-être plus tard, mais de Jameson Williams, de qui on attendait encore plus et limite heureusement que ça a pas explosé encore plus parce que ça aurait manqué de ballon pour tout le monde. C'est vrai. Et une régularité, tu l'as souligné, en NFC, c'est une des équipes qui a été les plus régulières sur les 5 défaites, en dehors d'une défaite face aux Bears. Sinon, il y a pas de faux pas vraiment, vraiment marquant, revers total de match passé au travers. Il y a que ce match que j'ai identifié. Le reste, voilà, ils gagnent 12 matchs sur les 17 joués. Et les 4 autres défaites en dehors de celles contre les Bears, elles sont à peu près légitimes, quoi. Et ils arrivent en finale de conf. Malheureusement, après avoir pris une belle avance, ils n'arrivent pas à tenir le score. Mais tu sais quoi, quand on avait fait le rewind de ces matchs-là, moi j'étais pas spécialement déçu non plus de leur défaite, dans le sens où, tu sais, il y avait eu ce truc, ils avaient été énormément critiqués pour avoir tenté 2 fois des quatrièmes tentatives, et j'avais dit, mais c'est très résultat oriented en fait. Parce que toute la saison, quand ils jouaient des quatrièmes et 3, quatrièmes et 5, ils en convertissaient genre 51%. Et Mm. en fait, toutes les maths du sport, toutes les analyses, les données statistiques un peu poussées, disaient qu'ils avaient raison de faire ça. Et donc, je trouve ça dommage, arrivé au moment où ça perd, d'avoir un peu cette vision de se dire, bon, ben, ça a perdu, c'était pas le bon choix. Non, enfin, parfois, c'est le bon choix et ça marche pas, quoi. Donc voilà, je C'est, voulais revenir là-dessus. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est dur d'en vouloir à un entraîneur qui amène son équipe en finale de conf parce qu'il a tenté toute la saison ses quatrièmes, de lui dire tu vas pas au Super Bowl à cause de celle-ci. Non, il n'y a pas que ça sur le match, il y a quand même d'autres Ben choses oui. à combler. C'est vrai qu'on s'en rappelle parce que c'est des moments, voilà, c'était les génies qu'on les voit, on prend la décision, il y va, enfin voilà, mais il n'y a pas de, non, c'est pas la raison qui fait qu'ils sont pas au Super Bowl. En plus, je le rappelle, prendre éventuellement un field goal, tenter un field goal ne garantit pas les 3 points. Non, 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 non. Ton kicker est capable de se rater ou de se faire contrer. Donc voilà. Voilà, je voulais faire cette petite piqûre de rappel puisque les analyses un peu orientées résultats, je dois avouer que ça me gave un peu, je vais dire comme ça, voilà. Je trouve non mais voilà, je trouve que c'est un manque de recul enfin, il y a tellement de domaines où tu peux prendre une bonne décision qui n'aboutit pas sur un bon résultat, ça veut pas dire que la décision n'était pas bonne.
C'est vrai. Tu peux pas te limiter à ça dans l'analyse. Donc, nous allons passer, en parlant d'analyse, aux joueurs. On va faire des petits focus. J'aimerais savoir qui est le joueur qui t'a surpris ou enchanté dans cette équipe des Lions. Bon, moi, je vais mettre le focus justement sur quand même Jared Goff. Hein. C'est un joueur que moi j'apprécie. Je trouve qu'il a été un petit peu viré comme un malpropre des Rams. Bon, ils ont eu raison hein, parce qu'ils gagnent le Super Bowl l'année d'après Ouais. avec Matthew Stafford. Donc, mais il avait déjà quand même amené les Rams au Super Bowl et on voit que c'est un QB qui, quand il est en confiance, quand il est bien entouré, il fait le taf. Il a fait très peu d'erreurs cette saison. Il mène quand même la 3e meilleure attaque de la ligue. Hein. Il fait 4575 yards, 30 touchdowns. Voilà, c'est une très très grosse saison pour Jared Goff. Euh, ouais, c'est une vraie renaissance pour lui. On voit que c'est un joueur qui a du coup, là pour le coup, une grosse force mentale et qu'il a réussi sa transition et qu'il est en train de mener ses Lions très haut. Donc bravo à lui. Ouais, je trouve au moins, il ne fait pas partie des QB handicapants pour son équipe. C'est Et ça. ça, c'est déjà ultra important. Le petit bémol que je lui mets, et je pense que c'était un peu symptomatique, même s'il était plus jeune de Super Bowl avec les Rams, c'est que je ne suis pas sûr qu'il ait ce petit truc en plus qu'ont les QB qui gagnent le Super Bowl de sortir le drive ou l'enchaînement d'actions qui te fait passer ce petit cap là. Enfin, ouais, le trade avec Stafford, je trouve il était parlant. Tu vois, t'avais Stafford qui avait le talent et l'équipe de merde, et t'as Jared Goff qui était ce bon QB mais qui avait peut-être ce plafond. Et bon, t'as mis Stafford pas tout seul, mais avec d'autres vétérans autour, et t'as fait un tout droit jusqu'au titre. C'était assez impressionnant. C'est vrai. Écoute, de mon côté, je reste en attaque, mais je vais pas parler des skill positions, je vais parler de Penei Sewell sur la ligne. Joueur encore très très jeune, mais déjà un des meilleurs O-line. Si on a pu voir un Jared Goff aussi serein dans sa poche, si on a pu voir un jeu au sol qui déroule de cette façon-là, c'est aussi en grande partie grâce à lui. On parle quand même d'un mec qui est déjà pro bowler, qui a déjà une valeur sûre à son poste. Et voilà, quand t'as un jeu de course qui fonctionne aussi bien que ça, je voulais quand même mettre un peu l'accent sur cette ligne offensive. C'est vrai, Penei Sewell, c'est vraiment une montagne. Il est impressionnant, il est infranchissable. C'est sa 2e saison, si je dis pas de bêtises. Il a été sélectionné premier tour la saison dernière. Il fait vraiment bien le boulot. Il a des mains très violentes. C'est simple. On ne va plus. Le meilleur joueur ne se met plus en face de lui. Ouais, Voilà. ouais, C'est un ouais. petit peu comme on parlait avec Alex. De Sauce Garner où on lance pas le ballon quand on le voit. Et ben là c'est un petit peu pareil. Le DT en face va faire en sorte de se retrouver de l'autre côté de la ligne. Le defensive end va faire en sorte de pas essayer de passer par là non plus. Je ne sais pas, je crois, je sais même pas s'il concède 3 sacs sur la saison. Ouais, je suis pas allé dans le détail des stats, mais waouh, j'avais vraiment l'impression que Jared Goff, il était souvent dans un fauteuil, quoi. Ouais, vraiment, il avait du temps pour lancer la balle et ça se voit. Hein, quand on a du temps pour lancer la balle, on dépasse les 4500 yards sur la saison. Exactement. On va passer du côté des mauvais élèves, Doug. Dis-moi le joueur où ça l'a pas fait du tout pour Bon, toi. tu vois, on se rejoint un petit peu parce que tout à l'heure tu me parlais de la couverture des défensives. Couverture contre la passe et moi je suis parti sur Sididius, le cornerback. Bon alors encore une fois c'est un petit peu injuste parce qu'il il est quand même blessé pas mal de temps sur la saison, mais on a tous cette image en finale de conf où il se fait cramer par Dibo Samuel. Voilà vraiment c'est ce qui manquait à cette équipe, la couverture contre la passe, et il en est un petit peu le symbole donc désolé Sidi si tu nous écoutes, mais c'est pour toi. Écoute, je suis d'accord. Hein, le nom noté dans mes notes, c'est Cameron Sutton, qui était venu des Steelers, pareil, pour apporter un peu d'expérience. Je l'ai vu notamment contre Mike Evans, je l'ai vu contre Brandon Ayuk. C'est simple, il suffisait de lancer le ballon dans sa direction pour que le receveur en face réussisse à l'attraper. J'ai jamais compris pourquoi il était aligné constamment contre des receveurs 1 qui le maltraitaient. C'était pas l'aider en termes de coaching défensif. Mais vraiment, Cameron Sutton, il m'a déçu. Alors,
c'est pas un top corner de toute façon, mais je pense qu'il avait moyen de, ouais, de faire un taf à peu près propre. Est-ce que au finalement dans la défense des Steelers, il était un peu caché par le talent global? Peut-être. Mais là j'ai trouvé que les lacunes étaient voyantes, quoi. Enfin, à chaque fois qu'il était aligné sur un top receveur, tu savais que l'action, ça allait être passe dans sa zone et terminé, quoi. Et oui, ben c'est un petit peu ça pour tous les corners malheureusement des Lions, donc c'est compliqué. Ouais, ouais, les Lions qui avaient tenté il y a 2 ou 3 saisons le pari Jeff Okuda à la draft, avec un quatrième choix, je crois. Troisième peut-être même, troisième choix peut-être Okuda, et qui a été décevant, puis blessé, puis tradé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le chantier. Et du coup, on va tranquillement sur le plan de l'intersaison, et c'est très drôle puisque le premier point que je m'étais noté, c'était signer un top cornerback. Signer un top cornerback et alors on peut peut-être pas parler de top cornerback, mais en tout cas ils ont identifié ce problème parce qu'ils ont déjà signé Robertson et Carlton Davis quand même. Ouais. Donc les deux premières signatures, ce sont deux cornerbacks, donc ils ont vu le souci aussi. Maintenant en top cornerback, est-ce qu'il y en a un à aller chercher sur la free agency? Je ne sais pas. Je vais peut-être chercher un trade pardon, ou alors aller à la draft parce que on sait aujourd'hui c'est une position premium et ils ont Ouais. pas tant d'autres besoins que ça. Ils peuvent venir ajouter un petit peu de profondeur, peut-être aller chercher justement un receveur 3 parce qu'on parle déjà de d'Amon-Ra St. Brown et de Josh Reynolds qui font le taf, donc aller chercher un jeune qui va grandir derrière ça. Mais sinon ils ont pas vraiment de besoin, donc oui, aller chercher dès son premier pick un top cornerback, ça serait judicieux. Ouais, ouais, et puis ils draftent très bien, hein, ces dernières Oui. années. Autant Jamir Gibbs, c'était haut, mais oui, quand tu vois le résultat, tu te dis bon bah why not. Mais derrière ça, ils vont quand même chercher Sam Laporta et Brian Branch, Mhm. qui sont deux joueurs niveau Pro Bowl dès leur première année. Donc tu te dis ok, on a parlé de Penny Sewell juste avant, pareil, c'est la Aidan draft. Hutchinson, la saison Hutchinson, dernière hyper bon aussi. choix, bah oui, oui, oui. Donc pour l'instant, les Lions à la draft là, ça a plutôt le nez creux. Et du coup, j'ai un peu le pendant de cette partie éventuellement draft, c'est que pour moi, faut apporter de l'expérience et du caractère dans ce groupe. On a un groupe qui en attaque est quand même très très jeune. Montgomery fait presque figure de vétéran pour un running back alors qu'il est pas si vieux que ça. Jamir Gibbs a joué sa deuxième saison. Amon-Ra St. Brown, ça doit être sa troisième la saison prochaine. On l'a dit, Jameson Williams, hyper jeune, il a pas encore énormément joué. Enfin, même sur la ligne, Sewell, qui est déjà le cadre, est très jeune. On l'a vu, je pense, à chaque fois dans les équipes qui gagnent. Et encore une fois, l'exemple Rams est le bon exemple. Tu peux avoir tout le talent que tu veux. Au bout d'un moment, il te faut des cadres, des mecs qui ont déjà connu les moments un peu difficiles et qui, du coup, quand tu vas arriver dans une saison, et ben c'est des gars qui vont avoir le bon discours quand il va falloir rebondir, qui vont euh, qui vont dire aux gars de rester concentrés quand tout va bien, et surtout des mecs qui vont prendre leurs responsabilités quand il le faut. Et ça, je pense qu'avec un effectif d'expérience, tu lâchais pas l'avance que tu avais en finale de conf. Alors l'apprentissage passe par là, mais tu vois, je trouve que maintenant que t'es passé par là, c'est justement ce moment où tu dis, ok, vous les jeunes, vous avez appris, ça fait mal, et nous en plus, on va vous rajouter les 2 3 gars dans chaque squad là, qui vont vous permettre de mieux gérer le moment. Et je pense que c'est ce qu'il faut aux Lions, plus que des joueurs à top talent. Je pense qu'il faut surtout des mecs qui ont du vécu et qui sont bons dans la vie de groupe. C'est vrai, c'est vrai. Bon, de l'expérience, ils en ont pris cette année vu qu'ils font quand Ouais, même 2 tours de playoff, donc ça leur servira forcément l'année prochaine. Ils ont quand même ce match justement où ils lâchent sur la finale de conf, donc pareil l'année prochaine, ben, ils s'en souviendront. Souvent dans un groupe, je me rappelle de quand de mon expérience perso, mais tu apprends beaucoup plus quand tu perds un match et que ouais, tu te retrouves pendant 6 mois à le ruminer jusqu'au prochain que quand tu es champion de France et que tu fais la fête pendant 2. C'est beaucoup plus dans la défaite que tu vas apprendre parce que tu connais vraiment la valeur de ce que tu as raté. ouais. C'est comme ça que tu t'en rends compte en fait. Donc cette finale de conf, mine de rien, surtout perdue de cette manière-là, ça va leur apporter. Mais c'est vrai que d'aller chercher un vétéran sur la ligne
Clairement, c'est une équipe, tu rajoutais un Jason Kelsey au centre, ils étaient champions. Ouais, c'est possible. Ou pas loin, en tout cas. C'est possible. En fait, je pense que si tu passais cet écueil des finales de conf, ouais, quoi que non, non, non. En fait, je trouve que c'était trop dur d'aller chercher ces Chiefs, ils sont trop bien installés. En fait, on parle de quelque chose qui est au-dessus de tout le reste. Donc, en Ouais, fait, il faut ouais, parler NFL hors Chiefs pendant ouais. encore quelques saisons. Et ça sera plus simple. Bien, écoute, tu parles de quelques saisons. Je te propose qu'on se fasse une petite projection sur la saison prochaine. Moi, je me suis pas noté grand-chose, étant donné que je me suis appuyé sur comment dire, sur les déclarations de Dan Campbell qui disait dommage qu'on ait raté là, ça va être encore plus dur la saison prochaine. Et je suis assez d'accord avec lui, et ça rejoint un peu ce besoin d'expérience. Je pense que la saison prochaine, la plus grosse difficulté pour les Lions, ça va être de bien se positionner en saison régulière pour se faciliter la vie une fois arrivé éventuellement en playoff. Donc voilà, moi j'ai envie de voir un groupe qui va pas ruminer trop longtemps en début de saison, qui va bien rentrer, qui même si ça se passe mal saura rebondir vite pour voilà assurer au moins 10 victoires, essayer de gagner la division quand même pour avoir ce bon seed, mais en tout cas ouais, ne pas se laisser abattre, qu'on n'ait pas eu un peu une parenthèse enchantée là de 2 saisons, la saison dernière où je grandis, celle-ci où je fais finale de conf, pour au final quand les gens t'attendent que tu répondes pas présent. Donc assuré en SR. Ouais, je suis assez d'accord, hein, on va les attendre cette année. Je pense qu'ils font partie des 3-4 équipes en NFC qui peuvent prétendre au Super Bowl. Autant qu'on vient de le dire de l'autre côté, il y a les Chiefs et si t'arrives à les passer, c'est un peu un miracle. Mais autant NFC, c'est beaucoup plus ouvert. Voilà, il va y avoir les Lions, on va encore retrouver les Niners. On va voir ce que donnent les Eagles en fonction de, bah, ils vont quand même chercher Saquon Barkley. Donc il y a encore de l'ambition, on va dire. Et puis quelques prétendants derrière, mais voilà, c'est Lions, c'est l'équipe qui est déjà installée. Donc ben voilà, l'objectif pour moi, c'est aller chercher un Super Bowl et, et pas leur en vouloir si jamais c'est pas le cas. C'est la première fois en Ouais. 32 ans déjà qu'ils gagnent un match de playoff. C'est déjà bien. Objectif qui ne sera pas simple à atteindre, puisque déjà dans cette division, ils auront encore affronté les Packers qui ont inscrit un bilan de 9-8, 9 victoires pour 8 défaites, et qui, comme tu l'as dit, ont passé un tour de playoff, ont réalisé un upset assez remarquable contre les Cowboys. Franchement, ces Packers-là, pour te dire un peu l'esprit dans lequel on était la saison dernière, dans nos analyses avec Alex, ça a oscillé entre Jordan Love est incroyable et Jordan Love fait n'importe quoi. On savait pas du tout où mettre le curseur. Il y a eu des matchs en début d'année, on s'est dit, putain, si c'est lui le titulaire, c'est compliqué. Puis Ouais. on est arrivé sur la fin de la saison, on s'est dit, ouais, en fait, peut-être que le mec qui vient de passer 2 ans dans l'ombre d'Aaron Rodgers, il a appris des trucs. C'est ça exactement, même 3 ans dans l'ombre, je crois. Hein. Ouais, C'est vraiment le bilan, il reflète pas l'impression qu'on a à la fin de la saison. Quand je préparais l'épisode, je me dis putain les Packers ont fait une grosse saison, etc. Et je vois 9-8, je me dis ah oui c'est vrai quand même que c'était très 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 poussif sur le départ. Nos amis des têtes de fromage du podcast qui sont toujours très enthousiastes sur leur équipe, ils les ont massacrés pendant un trimestre entier. Euh, et il y avait de quoi en fait. Il y avait de quoi parce que c'était compliqué, on avait du mal à établir le jeu et du mal à établir le jeu au sol. Blessure d'Aaron Jones aussi. Et puis montée en puissance de Jordan Love, montée en puissance, il y avait blessure aussi de Christian Watson qui était le receveur numéro 1. Éclosion de Romeo Dobbs, éclosion de Jalen Reed. Ouais, franchement, très très grosse fin de saison et l'apothéose contre les Cowboys où même le score est flatteur quoi à la fin du ouais, match quoi, pour les Cowboys parce que ils se font oui. rouler dessus. Ils reviennent dans le garbage time, mais ils prennent une gifle complète. Et t'as parlé de la jeunesse. Moi, c'est un des points que j'avais noté. T'as parlé des receveurs. C'est vraiment une thématique de cette division. C'est un effectif jeune. Et c'est vrai que les joueurs qui ont émergé sont pas forcément ceux qu'on attendait, quoi. T'as parlé de Christian Watson. Finalement, les promesses de la saison dernière, bah, il a traîné des blessures toute cette année. Ça Ouais. s'est pas confirmé. Et il y a pas mal de receveurs
qui sont passés devant lui cette saison. Au sol, Aaron Jones, il a été blessé quasiment toute la saison avant de revenir. Il est passé du fauteuil roulant au tank en playoff. C'est ça, Franchement, le contraste, c'était assez énorme. c'est Et ça. ouais, Jordan Love, il a réussi à mener une équipe où, en tout cas, du côté de l'attaque, c'était très très jeune. Il y avait d'autres cas de blessés, quoi. Et Vas-y. 2 tight ends aussi, on n'a pas Ouais. parlé, mais ils sont allés chercher 2 tight ends à la draft, Luke Musgrave et j'ai mangé le nom du second là comme ça. Donc Tucker Craft, je Tucker crois. Craft exactement, qui fait des playoffs incroyables. Euh, ouais, franchement, les mecs, Brian Gutekunst fait un boulot à la draft avec Matt Lafleur qui est incroyable quoi, parce qu'ils vont chercher. Franchement, quand ils vont chercher ces 2 tight ends coup sur coup, troisième, quatrième tour, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font des fois ils Eh ben non, non, bravo les gars. Ben en fait, c'est pour ça que nous on est là sur notre canapé à commenter et vous c'est votre métier, vous prenez des milliers de Ouais. dollars pour ça quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai un vague souvenir, je saurais plus dire quelle note on avait mis à la draft des Packers, mais je crois me souvenir avec Alex qu'on les avait mis vraiment dans les drafts complètement ratés. Parce que les mecs, ils avaient déjà une belle escouade de receveurs à la base, et les gars, ils avaient pris deux receveurs, deux tight ends. On était en mode, mais tu réponds pas aux besoins de l'équipe là. Et puis bon, au final, En vrai, si on regarde la draft depuis 2 ans, c'est Eric Stock premier tour l'année dernière, il me semble. Ils vont chercher Eric Stock, ils vont chercher cette année Jalen Reed, Romeo Doubs, Christian Watson, les deux tight ends dont on vient de parler. En fait, les mecs ont la moitié de leur effectif drafté sur les 2 dernières saisons et, en attaque, ouais. et ça fonctionne. Ouais, ouais. Même en défense, ben voilà, transition, Oui. hop là. Moi, j'ai noté Rashan Gary. Rashan Gary en défense. Alors oui, c'est pas les 2 dernières saisons, c'est sa troisième saison. Il me semble, voire quatrième du côté de Green Bay. C'est un ancien de Michigan, il connaît le froid, il est sur place depuis très longtemps. Il est encore très jeune, mais c'est un tank. Lui, on peut le dire. C'est vraiment un tank, c'est un leader au niveau de la défense. C'est par lui que passent tous les appels parce que au niveau des linebackers, bon, ils viennent de couper Campbell, donc encore une fois prime à la défense parce qu'on va laisser Quay Walker jouer linebacker. Ils vont sûrement l'adresser avec un autre soit free agent, soit à la draft. On a Wyatt aussi en défense. On a Ouais. que des jeunes. C'est impressionnant. Et ce Rachel Gary qui fait figure d'ancien au milieu, eh ben, il pousse tout le monde et est vraiment un leader. On voit vraiment ce joueur qui entraîne les autres dans son sillage. Et quand on a un joueur comme ça sur la ligne défensive, c'est vraiment du bonheur pour le coordinateur. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. En plus, ce front seven qui a fait quand même du bon travail a aussi permis à des joueurs en fond de terrain de se révéler. Et moi, j'ai mis en positif Keshan Nixon, qui est vachement hybride, alors qui est noté cornerback dans les charts, mais qui est aussi parfois receveur, parfois retourneur de punts. Ouais, surtout retourneur. Ouais. Ouais, mais en fait, il a un profil ultra hybride. J'adore ces mecs-là où tu sens, en fait, pour moi, dans un sport comme le foot américain, alors auquel je n'ai jamais joué, mais j'ai quand même l'impression que quand t'es un mec qui est capable de jouer à 2, 3, 4 postes différents et des postes qui demandent des qualités ou une lecture hyper variée, ça montre quand même que tu comprends ton sport, tu Ouais. vois. Je Et pense que ça se d'ailleurs, voit, ils hein. viennent de le prolonger 18 millions. En fait, ben, du coup, je viens de comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que pour un retourneur de coup de pied, 18 millions, ça fait beaucoup. Mais en fait, ils viennent de se payer un retourneur de coup de pied, un corner qui joue plutôt nickel en général, mais qui est pas, qui est très correct sur la défense en couverture. De temps en temps, receveur qui va. Donc ouais, en fait, pour 18 millions, eh ben ils ont 3 joueurs à 6 Ouais, et avoir un retourneur de coup de pied de ce niveau-là qui fait quand même 2 saisons All Pro, ben on le voit, hein, c'est les coups de pied, les équipes spéciales, ça peut vraiment faire la différence sur un match. Et quand ton QB qui est pas forcément en forme se retrouve à attaquer sur ses 10 yards ou sur les 40 ou les 50 et qu'il lui reste que 20, 30 yards pour aller chercher un field goal, c'est pas la même du ouais. tout.
ouais, c'est pas les mêmes appels de jeu, c'est pas les mêmes prises de risques. bien sûr. On, on a tendance à sous-estimer cet appel-là du jeu. En tout cas, ouais, la signature de Keshan Nixon, c'est un peu comme Tyson Hill, ça fait un peu comme le film Moneyball. Tu vois, tu t'essayes de répartir ton argent sur plein de compétences. Et Ouais, lui, c'est ouais, ça. je trouve qu'il rentre parfaitement dans ce moule-là. Donc, assez impressionnant. Écoute, je vais enchaîner avec mon joueur négatif, puisque c'est quelqu'un sur qui j'ai beaucoup tapé et parce que je croyais beaucoup en lui. C'est Edgy Dillon. Ah, le pauvre, moi aussi. Oh, ok, eh ben magnifique, on est d'accord. On parle quand même d'un mec, quand il est arrivé, on voyait à peu près le corps de Saquon Barkley, des cuisses de la taille de mon tronc, Ouais. une certaine explosivité malgré sa carrure. Enfin, il avait tout pour, ouais, pour, avec du progrès, être un vrai running back 1. Et à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, et sur ces 2 dernières années, ça a été le cas avec les absences d'Aaron Jones, il a jamais réussi à rentrer dans ses bottes. À chaque fois, c'était des perfs. Bon, ça avançait un petit peu, mais jamais rien d'éclatant. Et du coup, bah, je me suis fait à l'idée de, c'est un power back de complément, mais que t'as pas envie d'avoir en running back 1. Non, c'est clairement pas un running back 1. Ça peut être un running back 2 à la limite Ouais, quand il y en a vraiment un devant qui roule sur tout le monde. Mais là, le pauvre, ben, il est pas au niveau. On n'a pas vu de progression surtout. On l'a vu quand il a commencé à jouer avec son physique impressionnant. Il a un petit peu marqué les esprits de tout le monde. Je crois qu'il l'appelle Quadzilla par rapport à ses cuisses. Ouais, c'est ça, il est pas assez impactant. C'est un joueur sur lequel Matt LaFleur a dû pouvoir s'appuyer, notamment en end zone quand il y a ces 2-3 yards à aller chercher. Ça devrait passer 90% du temps et on lui passait plus la balle quoi en fait à la fin ouais, parce qu'il lui manque peut-être ce côté lecture. Il n'arrive pas à voir les trous. Il est très puissant donc peut-être qu'il en joue aussi d'aller s'emplâtrer sur les mecs mais à un moment donné ben, les gars en face c'est pas des pipes hein. Même si t'as beau être costaud ils sont capables de te plaquer et à deux une prise à deux c'est réglé donc ouais voilà je l'avais aussi c'est dommage en plus il a l'air hyper sympathique comme gars mais je pense que ça va être compliqué pour rester en tout cas dans le roster des Packers c'est sûr et peut-être aller faire aller ailleurs je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire de lui pour le moment mais je pense que son aventure à Green Bay est plus ou moins terminée. ouais, ouais, ouais. Il sera, on ne sait où, mais il sera dans un comité, quoi. Ce sera pas le running back 1, ça c'est Mm. sûr. Écoute, la thématique de cette intersaison, je trouve, on l'a dit, pour cette division, c'est des équipes jeunes. Encore une fois, je trouve que les Packers gagneraient à apporter de l'expérience. Alors oui, des joueurs un peu vétérans, on peut pas en mettre dans toutes les équipes, ça se paye cher, mais mais je pense que c'est un besoin des Packers comme pour les Lions, quoi. Je pense que la progression, elle passe par là. Alors bien sûr, les jeunes vont tous progresser, ils ont tous pris de l'expérience, mais ouais, j'ai l'impression que tu as besoin de parce qu'ils ont vécu les mêmes playoffs que les Lions. Hein. Ils ont joué des Niners contre qui ils ont attaqué parfaitement le match, ils ont fini par craquer. Hyper dommage, pour moi ils avaient vraiment moyen de passer, mais encore une fois, ça se joue dans la gestion temps fort, temps faible. Plus que les Detroit Lions d'ailleurs. Je Ouais, trouve que la défaite à la fin, le goût amer dans la bouche pour les Packers était plus fort que pour les Lions. ouais, 100% d'accord. Mais 100% d'accord. je suis un petit peu d'accord avec toi. Après, j'avais quand même, moi pour le coup, j'avais commencé à travailler sur cette division quand on en a parlé donc semaine dernière, et j'avais deux besoins à aller adresser. Le premier, c'était quand même sur la couverture de la passe. Je trouve que Darnell Savage fait pas le taf du tout. Il est pas au niveau de ce qu'on peut attendre. Et donc, j'avais noté d'aller chercher un bon safety. Pour moi, il fallait remplacer Aaron Jones sur qui on Oui. pouvait pas s'appuyer, quoi. Clairement, dans la saison, il fait deux blessures, une aux adducteurs et une seconde où on pense que la saison est terminée. Alors oui, il fait des playoffs incroyables, mais il faut quand même de la régularité. On parle de 17 matchs sur la saison régulière, 5 de plus, 4 de plus au maximum. Voilà, quand le mec il est pas capable Mm. d'en faire la moitié, au bout d'un moment c'est compliqué quoi. Donc
Donc voilà, je pense, moi j'avais noté remplacer ces deux joueurs, et alors ils le font, mais d'une manière magistrale. C'est Euh, ça. Ils vont Pour ça, chercher hein. le meilleur safety, avec qui était OK. disponible en tout cas, Oui, sur la free agency, avec McKinney, euh, qui a que 24 ans, qui a déjà de l'expérience et qui est vraiment un très 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 bon joueur. Et puis il remplace Aaron Jones qui coupe par Josh Reynolds, qui Josh est Jacobs. Josh Jacobs, pardon, je me suis perdu, et qui voilà, qui est un mix entre Dillon, sa puissance, et le côté virevoltant d'Aaron Jones, et qui a des mains aussi très sûres Ouais. pour pouvoir être la soupape de sécurité un petit peu de Jordan Love. Donc franchement, chapeau bas. Ouais, bah, écoute, c'est pour ça avec l'expérience, je ne prépare plus les épisodes une semaine ou 10 jours à l'avance, puisque je sais que les équipes bougent énormément. Je m'étais mis de, tu vois, moi je reste beaucoup plus vague. J'avais mis renouveler le jeu au sol parce que comme ça je cible pas en remplaçant direct. Et au-delà de Josh Jacobs, du coup, ce serait bien de mettre quelqu'un derrière lui quand même. Même si en fin de saison, on a vu, je crois, Patrick Taylor, son nom, Ouais, qui était leur running back 3. D'ailleurs, mauvaise nouvelle pour AJ Dillon qu'on ait vu Patrick Taylor, ça prouve bien que du coup il faisait pas le boulot. c'est ça. Et quand même, sur la O-line, qui a été pas si mal, mais il y avait quelques joueurs vieillissants toute la saison et même un peu la saison dernière. On s'est traîné le spectre de David Bakhtiari, où on savait jamais trop, blessé, pas blessé, retraite, pas retraite. Je pense que pour continuer cette dynamique de progression et d'avoir quand même du sang neuf, faut renouveler un peu la O-line. Donc voilà, sinon, totalement d'accord avec toi, en jeu au sol, ils l'ont parfaitement adressé. Et le fond de terrain, ils ont eu pas mal de bobos de J.R. Alexander. Je pense que ça leur a coûté cher aussi. Donc à voir ce Eric que ça Stock peut aussi qui donner. était blessé. Ouais. Franchement, en fait, cet effectif, quand tu le regardes avec deux trois ajustements, tu te dis que si les mecs restent en bonne santé, il y a moyen que ce soit pas mal, quoi. C'est vrai, moi pour le coup, je suis un petit peu moins dur avec la O-line que toi. Je Ouais. trouve que autant l'année dernière, ils sont énormément cherchés, parce que je pense qu'ils avaient pas trop prévu le coup Bacardi, qui comptait vraiment sur lui, et ils ont un petit peu passé les joueurs de guard à tackle, de tackle à guard, droite, gauche, ils ont fait un petit peu n'importe quoi là-dessus. Autant cette année, il y avait vraiment une belle osmose. On a vu des joueurs Ronian, etc., qui ont vachement progressé. Alors par contre, je crois qu'il y en a un qui est parti. J'ai vu passer ça là depuis le début de la free agency. Il y en a un qui a signé dans le sud du pays. Je crois qu'il allait chercher un petit peu de soleil. Eh bien, Mais écoute, j'en profite pour faire la promo du site Notion, qui a été mis en ligne par l'un de nos nouveaux membres, Trey Aurélien, à qui on passe le bonjour. Vous pouvez le retrouver via notre compte Twitter. J'ai pas l'URL en tête par cœur, donc je vais pas vous la faire là. Mais même si vous n'avez pas de compte Twitter, n'hésitez pas à passer sur le nôtre et juste à ouvrir ce lien. Il fait un récap de toutes les signatures de la Free Agency. Donc voilà, allez-y et n'hésitez pas à le partager. C'est possible que si ça fonctionne bien, que ça se développe et que ça devienne un vrai site. Je te rends la parole, Doug. non, mais voilà, je trouvais cette O-line plutôt performante. On peut toujours l'améliorer, et je pense qu'on n'a jamais assez de joueurs dans les tranchées Ouais, à blinder. Ça n'existe pas des équipes qui ont pas de besoin sur les lignes. Donc effectivement, mais bon, pour le coup là, ajouter quelques petites touches. Mais en fait, je trouve même que ajouter des petites touches par-ci par-là, euh, j'irai clairement pas chercher un receveur. Il y en a déjà ouais, trop, et pareil. c'est compliqué. J'irai clairement pas chercher un tight end. Mm. J'irai chercher un running back 2, oui, même s'il y a ce jeune sur lequel l'équipe compte, parce qu'en plus je crois qu'ils l'ont vachement mis en avant, donc ils comptent clairement sur lui. Mais aujourd'hui, un running back, on va le chercher deuxième, troisième jour de la draft, il n'y a pas de problème, et on arrive à avoir des joueurs Ouais, très corrects, même si cette saison, apparemment, on n'a pas une grosse classe de draft au niveau running back. Je crois qu'ils ont passé 2 entretiens avec des running backs justement lors du combine. Donc je pense qu'ils vont faire ça, ils vont venir l'adresser là-dessus. Et en défense, ouais, il fallait remplacer Darnell Savage, il faut mettre un petit peu de profondeur au poste de cornerback, parce qu'on a vu Jair Alexander et Rick Stock être un petit peu fragiles.
Ils ont perdu Razul Douglas durant la saison qui est parti aux Bills. Et puis ils ont coupé mince, il y a la VE, c'était vraiment le cirque quand il jouait l'année dernière. Il se faisait cramer en permanence et tout le monde lui tombait dessus. Corner, j'ai mangé son nom. Ouais, pareil, j'ai plus son nom en tête, mais des King, corners en non? NFC. C'était pas King? Ah, je suis plus sûr, donc je préfère pas dire de bêtises, mais ouais, en tout cas en fond de terrain, je suis d'accord avec toi, ils ont eu des petits soucis. Et écoute, ta liste de courses un peu pour la saison prochaine me paraît bien, hein. Globalement, on est d'accord, l'objectif c'est au moins de refaire ce bilan de 9-8, éventuellement viser mieux et aller chatouiller les Lions pour encore une fois attaquer les playoffs en meilleure position et pas se prendre le seed 1 ou 2 dès le premier tour, quoi. C'est ça, c'est faire aussi bien, voire mieux. J'ai noté pour la saison prochaine. Pas se mettre de pression, même si c'est Green Bay, même si on les attend un petit peu au top depuis 30 ans quasiment, enfin 20 ans au moins avec les Brett Favre et les Rodgers. Faut pas qu'ils se mettent de pression, ils sont encore très jeunes. Ils ont encore une fenêtre de 2-3 ans facile devant eux, engranger de l'expérience et, euh, et voilà. Et c'est J'avais noté parti. ça. C'est bien Eh bien, Kevin King. ok, Kevin King, ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, on en a fini avec les deux équipes qui avaient un bilan positif dans cette division. On va attaquer des équipes dont les saisons se sont moins bien passées, qui n'ont pas été non plus cata en termes de bilan, hein. On va commencer par les Vikings qui ont fini en 7-10. Bien évidemment, pas de playoff. Et je vais commencer par ça. J'ai un énorme regret. Alors, je suis pas du tout fan de cette équipe des Vikings, mais j'ai un énorme regret vis-à-vis de la saison d'avant où ils avaient fait 13-4 et où, avec Alex, on les avait défoncés parce qu'on trouvait que le bilan de 13-4, il était trompeur. Là, il y avait un vrai beau fond de jeu. Il y a quelque chose qui paraissait ultra cohérent. Et cette année, c'est les blessures qui sont venues mettre un terme à toutes les ambitions. L'enchaînement, Justin Jefferson qui rate une dizaine de matchs, Kirk Cousins qui est out. Terrible, vraiment terrible, parce que je trouvais qu'enfin, le talent était à peu près mis à profit dans une vraie idée de jeu. Là où je te dis vraiment, la saison d'avant, ils font un bilan de 13-4, mais ils ont un différentiel de points négatif. Et au premier tour, quand ils sortent contre les Giants, je crois, enfin avec Alex, on n'avait même pas douté sur le prono. On avait vu le premier match, on avait dit bah défaite, et ils avaient perdu quoi. Là, là, je pense qu'ils ont des vrais regrets à avoir. Ils ont des regrets à avoir parce que pour le coup, Kirk Cousins fait un début de saison vraiment très 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 bon. On était clairement sur le meilleur début de saison de sa carrière pour moi. D'ailleurs, ça a été validé parce qu'il vient de signer un très gros contrat à Atlanta, donc tout le monde a vu qu'il Ouais, avait mentalement franchi un palier aussi. Euh, Moi, j'ai noté, c'est dur, j'ai mis des Jets en mieux, mais pas vraiment en fait parce que oui, il y a cette blessure qui est similaire et qui vient ouais, leur couper la saison. Derrière, on a un semblant de rebond avec c'est Josh Dobbs non qui prend la suite ouais, qui fait illusion pendant 2 matchs parce qu'on a un très très bon coach aussi qui fait vraiment le taf mais ça suffit pas voilà malheureusement pour eux les blessures les ont plombés complètement sur la fin de saison. ouais, ouais. Et pourtant, il y avait vraiment du talent dans cet effectif. Ils avaient réussi à construire quelque chose où l'attaque, on savait qu'elle allait tourner. L'attaque, ça fait quelques saisons où voilà, Kirk Cousins depuis qu'il a Justin Jefferson, tu sais que le mec s'il est là tout le temps, il va faire 1800 yards et puis voilà, on y va quoi. Mais d'habitude la défense a été décevante et là très bien orchestrée. C'était, je crois, leur coordinateur défensif Brian Flores, hein. Quand on a du talent, forcément, ça tourne mieux. Tout était cohérent. Ça s'est complètement écrasé, tu l'as dit, en termes de dynamique. Une victoire sur les 5 premiers matchs, malgré les perfs de Kirk Cousins, ça tournait pas bien. Je me rappelle, semaine 3, je crois qu'il y a un Viking Chargers, où les deux équipes sont en 0-2, et on se dit déjà, putain, celui qui perd le Viking Chargers, il est en 0-3, sa saison, elle est morte. Mm. Et derrière, ça s'était relevé, il y avait un bon enchaînement, et puis derrière, absence de Jefferson, blessure de Cousins, une victoire sur les 7 derniers matchs.
Et ouais, tu vois que ça peut pas aller au bout. Dans cet effectif, tout n'a pas été parfait quand même. D'habitude, je commence par le positif. Là, j'ai envie de commencer par le négatif. Et on va dire que je m'en prends à des joueurs trop visibles, mais la saison d'Alexander Mattison, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse d'inefficacité. Je, franchement, tu me dis AJ Dillon, Alexander Mattison, je suis incapable de dire lequel des deux était le plus ridicule cette année. Je, j'ai presque envie de dire Mattison, étant donné que les attentes sur lui étaient un peu plus hautes, quoi. C'est ça, il est coureur numéro un là-bas, donc Enfin, on l'a mis dans un siège de numéro un, oui, sans qu'il ait le talent d'un numéro un. C'est ça c'est le pire. ça. Donc souvent quand on est avec une veste trop grande, ben il y a deux joueurs, il y a deux types de joueurs. Il y a celui qui va sublimer et qui du coup va réussir à enfiler le costume, et puis il y a celui qui va complètement s'écraser. Et là cette année, Mattison il s'est écrasé complètement. Pourtant ils ont une ligne offensive qui est plutôt bonne. Euh, il y a des brèches, il aurait pu y aller, mais non ça le fait pas. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et puis, euh, et puis pourtant, le terrain était quand même assez étiré, on va dire, puisque bah là j'enchaîne avec mon joueur positif, mais du coup Jordan Addison, receveur rookie très jeune, a parfaitement assuré le relais de Justin Jefferson. Alors à côté de lui, il aurait déjà brillé, mais même sans lui, c'est l'exemple que tu viens de donner. Lui, la cape, il l'a mise sur le dos. Et il a dit bah vous inquiétez pas, TJ Hawkinson plus moi, on va continuer à avancer. Et le mec, il s'est retrouvé avec Josh Dobbs aux manettes, qui, on l'a vu, est limité, si je peux dire ça comme ça. Bon Et il fait backup, que... Ouais, voilà, exactement. Et il fait quand même une saison ultra solide. Donc je vais te passer la main sur les joueurs que t'as kiffé ou moins kiffé, mais ouais, là j'étais obligé d'être sur ces skill positions parce que pour une fois, je trouvais que la défense était là, la O-line était là, et on en a qu'on fait le taf et d'autres pas du tout, quoi. ben, moi, j'ai noté TJ Hawkinson, tu en as parlé, mais voilà, c'est ces deux joueurs qui ont tiré l'équipe vers le haut. Alors, il se blesse sur la fin de saison, ok, donc il Ouais. n'a pas une saison complète, et malgré tout, il fait 960 yards, et il finit juste derrière Travis Kelce, en fait. Ouais. Donc, il fait vraiment une très très bonne saison. Je l'avais en fantasy, j'étais très très content sur le début de la saison. J'avais l'apportant en backup, j'étais comme ça. Mais donc non, très joueur très sûr, mais très fiable. Il a une grosse envergure et on va voir, on va en parler. Il y a un nouveau quarterback qui va devoir arriver du côté du Minnesota et pouvoir s'appuyer sur un joueur comme TJ Hawkinson en tant que tight end. Et ben c'est vraiment un très très gros plus pour cette équipe. Ouais. Je vais profiter de ta magnifique passe. On va glisser avec les Vikings très vite vers l'intersaison, puisque finalement, le bilan de leur saison est, ça n'a pas trop de sens de s'attarder dessus. Ils avaient leur QB blessé, leur meilleur receveur blessé. Ils ont fait avec les moyens du bord, et ça remet en cause pas mal de choses pour pour l'avenir de cette équipe. À l'heure où on enregistre, et tu l'as déjà dit, Kirk Cousins a signé chez les Falcons. On sait donc qu'il ne reviendra pas chez les Vikings, et se pose la question de c'est quoi le plan pour l'intersaison. Là, j'ai envie de te dire, le plan intersaison et objectif saison prochaine, ils vont un peu ensemble. La grosse question à se poser, c'est à partir d'aujourd'hui, t'es le GM des Vikings, qu'est-ce que tu fais? Euh, il y a quelque chose en NFL, elle est ainsi faite que en fait tu vas avoir, on va dire, six grosses équipes qui vont se disputer chaque année le Super Bowl face aux Chiefs, mais c'est les Chiefs qui gagnent. Et après, tu vas avoir, on va dire, allez, les trois plus mauvaises qui vont réussir à reconstruire parce qu'ils vont avoir un choix de draft haut. Tout le reste, c'est du ventre mou qui ne sert à rien du tout. Et les Vikings, ça fait 10 ans qu'ils sont installés dans ce ventre mou. Et au bout d'un moment, on a envie de leur dire, bon les gars, soit vous cassez tout, tradez Jefferson, tradez tout le monde, allez chercher des assets en draft dans tous les sens, essayez de reconstruire une équipe jeune et repartez du bon pied, ou soit faites un tapis où vous allez chercher un top QB à mettre directement dans cette équipe. Mais bon, avec Cousins, on a vu, ça a pas suffi. Donc c'est assez compliqué pour eux. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment sortir de ce ventre mou qui à l'arrivée fait que ben, en fait il se passe rien quoi. Ouais.
Je trouve que là, tu l'as dit, les Vikings, ils sont dans une des pires situations possibles. Pas que parce qu'ils sont dans ce ventre mou, mais parce qu'en plus, le marché des QB, il est complètement fermé. Là, tu perds Kirk Cousins, mais à moins de monter à la draft et de prendre un rookie qui te relance sur un projet, et du coup de sacrifier des assets pour l'avoir, c'est ultra compliqué. Dans les joueurs à signer, il y a plus personne au poste de QB qui t'assure au moins ce que te faisait Kirk Cousins et ce qui te permettait pas de gagner. Donc c'est trop limité. Là, j'ai l'impression que ouais, la reconstruction, c'est un peu le seul chemin. En fait, j'arrive pas à avoir une équipe avec un gros QB qui peut se dire, si ça marche pas, je vais le trader, tu vois. Mahomes ne bougera pas, Joe Burrow ne bougera pas, je vois pas Josh Allen bouger. Lamar Jackson, peu de chance, c'est un double MVP. Jalen Hurts, je le vois pas tellement bouger. CJ Stroud vient d'arriver. T'as Justin Herbert éventuellement Ouais, c'est les ou soldes au niveau des Chargers apparemment. Donc, si Jim Harbaugh veut vraiment faire que courir, que courir, que courir, il va chercher son petit McCarthy. Il trade Herbert aux Vikings et si ça arrive, là franchement c'est Nostradamus, c'est improbable. ouais, mais j'allais dire, est-ce qu'en plus alors pour moi Herbert c'est mieux que Cousins, j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais est-ce que vraiment là faire venir Herbert c'était tout ce qui manquait à cette équipe? Peut-être, hein. Peut-être que Addison en année 2, Jefferson en pleine santé, Hawkinson, les progrès de la défense, peut-être que c'est la solution. Mais à part une offre titanesque, à part ouais, vraiment je vois pas comment tu fais venir quelqu'un dans cette équipe qui prend le relais de Kirk Cousins. Vraiment, je suis inquiet pour les Vikings. Avec un bilan de 7-10, t'as pas un beau choix de draft. Du coup, si tu veux monter pour un des 3-4 top QB, ça veut dire que tu mets ton first pick de cette année, plus éventuellement un first pick de la saison d'après et un deuxième ou un troisième. Enfin, t'hypothèques des choses pour éventuellement le troisième meilleur QB de cette QV. T'es Oui, sûr oui, de non, rien. c'est clair qu'à la draft aujourd'hui, on n'a pas un joueur comme Trevor Lawrence nous a été présenté ou comme même un Joe Burrow ou quoi. On a des Drake May, des Caleb Williams, des joueurs comme ça, c'est des Bonix, etc. On n'est pas sur une cuvée qui fait que tu vends toute la baraque pour aller chercher, c'est clair. Ouais, il y a quelques mois, on présentait Caleb Williams comme ça, mais visiblement, en tout cas, c'est un joueur qui divise. J'ai l'impression que voilà, on a vu quand même quelques-unes de ses limites cette année. Et tu l'as dit, ouais, c'est pas le standing des joueurs que t'as cités, en tout cas aux sorties de la draft. Après, tu peux avoir une très bonne surprise. Mm. Leur chance, c'est peut-être la hiérarchie chez les QB rookies pour la draft, elle est pas encore parfaitement établie, que tu peux avoir potentiellement un mec qui tombe en 7, 8, 9, 10 dans ces eaux-là et qui t'oblige pas à hypothéquer tout ton avenir pour aller le chercher. C'est ça. Mais pour moi, c'est risqué d'attendre ça. De toute façon, c'est soit ils flairent un bon coup, ils ont un peu de chance à la draft, ils s'y prennent bien et ça leur coûte pas trop cher. Soit je suis partisan de faire une saison où t'es nul de chez nul Mm. et rendez-vous à la draft 2025. Ouais, Je vois pas l'intérêt. Ouais, tu vas pas aller signer ces types de joueurs intermédiaires à la Jimmy Garoppolo là pour leur filer 30 millions sur 2 ans et qu'on se dise ah putain le contrat ça va il est pas si énorme pour un QB mais il est horrible. Non non franchement les Vikings ne faites pas ça. Soit vous avez un nouveau projet, soit vous êtes nul l'année prochaine, mais partez pas sur ces QB moyens. c'est ça. Et en plus, les Vikings se rajoutent une difficulté, c'est qu'ils ont décidé de mettre que des joueurs en zone à la fin. Mattison, Hawkinson, Jefferson, Hawkinson. Donc, c'est une difficulté en plus pour garder l'identité de la franchise au niveau de la draft et de la free agency. Donc, bonne chance les gars, parce que je crois pas qu'à la draft, il y ait des QB en zone cette année. On va se laisser là-dessus pour le bilan des Vikings. Je pense qu'on pourra pas faire de meilleures conclusions. Et on va passer aux Bears, qui ont fini dernier de cette div, avec le même bilan que les Vikings, 7-10, et forcément pas de playoff non plus. L'actualité a été assez énorme pour les Bears sur toute la saison. T'avais déjà la saison dernière cette hésitation avant la saison, avant même la draft.
est-ce qu'on garde Justin Fields? Est-ce qu'on pique un QB tout en haut? Est-ce qu'on trade ce numéro 1? Ils ont gardé Fields. Ils ont pu récupérer DJ Moore et beaucoup d'assets. Ils ont mal démarré. Malheureusement, ils ont fait 2-7 sur les 9 premiers matchs. Ça a un peu enterré leurs espoirs. Et c'est dommage parce que ils ont effectué un switch qui est peut-être arrivé un poil trop tard. Ils ont viré le coordinateur défensif. Eberflus, il a repris les appels défensifs. Et ils ont fini avec un bilan de 5-3 sur les 8 derniers matchs. Ils avaient en plus tradé pour Montez Sweat pour rapporter du talent dans la défense. Et ouais, tu finis en 7-10. Je pense que si la saison faisait 5 matchs de plus, tu pouvais aller à l'équilibre. Et je sais pas ce que t'en penses dans cette dynamique et ces évolutions, mais moi je suis optimiste pour les Bears. Mais moi, pas trop. Ok, Moi, pas ça trop. va être marrant de discuter autour de ça, ok. Ouais, pour moi, pour le coup, on est vraiment sur une division où les bilans, je trouve, ne reflètent pas le sentiment qu'on a à la fin de la saison sur les équipes. Moi, quand j'ai vu que les Bears, ils étaient en 7-10, j'ai été étonné parce que pour moi, je les ai trouvés assez médiocres toute la saison. Ok, En fait, j'ai pas de match qui me reste en tête où j'ai regardé les Bears en me disant ah ouais, quand même, pas mal, il y a un truc à jouer. Ah ouais, ce Justin Fields, finalement, ils doivent continuer à s'appuyer dessus. Pourtant, je regarde tous les matchs, donc non, j'ai pas ce sentiment-là. En plus, le propriétaire de la franchise est parti de la division, donc non, franchement, pour les Bears, c'est assez compliqué. Moi, j'ai trouvé cette saison, donc je vois pas trop de. Je trouve qu'il y a beaucoup de ok. chantiers. Ouais. Alors il y a des chantiers, mais non mais ça va être marrant. Je pense que la partie intersaison, on va bien se marrer. Avant d'aller là-dessus, as-tu trouvé un joueur qui t'a plu parmi ce marasme global? Alors, pour le coup, tu en as parlé. Pour moi, le trade de Montez Sweat, vraiment, il a apporté énormément sur cette défense. Il arrive en cours de saison. Sur la saison au complet, il fait 12 sacs et demi, 6 avec les Commanders, 6 et demi avec les Bears. Il finit meilleur saqueur des deux équipes, du coup. C'est, je crois, une première. Mais C'est énorme. ça montre aussi que les deux équipes ont des gros soucis à ce niveau-là, parce que finir meilleur saqueur de ton équipe avec 6 sacs, c'est pas énorme. Euh, donc ouais, très très bonne saison de Montez Sweat, très bonne fin de saison avec les Bears. Il est quand même venu dans une escouade qui avait perdu coup sur coup en 2 ans Khalil Mack et Roquan Smith, qui ont tous les deux été tradés ou qui sont partis vers d'autres équipes. Donc c'est pas évident, c'est quand même deux très gros joueurs. Et on peut pas s'empêcher de penser qu'avec un Khalil Mack, un Roquan Smith, un Montez Sweat, il ferait peur à tout le monde. Écoute, je suis assez d'accord et je trouve qu'il y a quand même du talent dans cette escouade. Je reste à peu près au même endroit que toi. Je suis dans ce front seven défensif. J'ai mis TJ Edwards qui a été au four et au moulin, le linebacker. Il a joué tous les matchs, 17 matchs, 155 plaquages, donc 9 par match quoi. Vraiment derrière ça 2,5 sacs, 3 interceptions. Vraiment, quand tu regardais jouer les Bears, t'avais l'impression de le voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était assez hallucinant. Au point, on en a parlé plusieurs fois avec Alex cette année, notamment puisqu'on faisait pendant une bonne petite partie de la saison notre déroulé des leaders de la ligue sur Instagram. Et en fait, son nom, il revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu voyais que le gars, il est productif, quoi. Il est productif et impactant. Et c'est vrai que quand ils ont ramené Sweat, c'était une des clés de ces 5 victoires sur les 8 derniers matchs, quoi. Moi, j'ai vu un vrai switch sur les 8 derniers matchs. Je suis d'accord que les 9 premiers étaient horribles. Mais ouais, cette fin de saison, elle m'a donné de l'optimisme. Pourtant, tout n'a pas été parfait, hein. Mais tu vois, c'est une Vraiment. bonne transition. Hein. Si tu as énormément vu ton joueur linebacker en permanence tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que c'était la défense qui était sur le terrain parce que Ouais. l'attaque fait pas le taf. Et pour moi, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je pense enfin, moi, mon joueur sur la saison qui m'a le plus déçu, c'est Justin Fields. Il a fait 2 saisons, il y avait énormément d'attentes sur lui. On nous a parlé d'un génie, un nouveau Lamar Jackson, etc. Je Ok. trouve qu'il en est très loin et voilà, il va falloir à un moment donné prendre la décision au poste de quarterback. Ils ont encore le first pick.
Moi, je pense qu'il est temps de trader, parce que tu sais ce que t'as avec Justin Fields, en fait. Et ce que tu as, ça te permettra pas d'aller au Super Bowl, clairement. Écoute, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Ben voilà. Je savais qu'on allait aller sur deux directions différentes. Euh, je me posais la question, est-ce que tu retrades le premier, tu gardes Fields? Si tu trades le premier, quel package? T'as envie d'avoir au moins ce que t'as eu l'année dernière? Moi, quand je vois les QB, les blessures qu'il y a eu cette année, les irrégularités et tout, vraiment, je pense que Justin Fields, déjà, est un titulaire dans cette ligue. Et qu'en plus de ça, quand tu vois les coaching staff qu'il a eu, les armes qu'il a eu autour de lui, parce qu'en dehors de DJ Moore, c'était mon joueur flop, j'avais mis Darnell Mooney en 2, mais c'est, je pense vraiment qu'il a une marge de progression. Je trouve que c'est encore un jeune joueur sur un poste qui demande de la maturité. Il a ce côté mobile où il se déplace, il a un bras canon, il doit progresser sur des lectures de jeu. Mais écoute, moi sur la fin de saison où ça fait ce bilan de 5-3 là, j'ai l'impression qu'on est sur un début de quelque chose. Et quand tu vois la rançon qu'ils ont réussi à récupérer l'année dernière en tradant le premier pick, je suis à leur place, j'ai envie de retenter. J'ai envie de retenter et d'aller chercher, je sais pas, un top cornerback, un truc comme ça dans ce trade. Mais je trouve que tu t'es plus gagnant à trader le premier pick et à garder Fields qu'à trader Fields qui va il va te rapporter quoi? Il va te rapporter peut-être un premier, plus certainement peut-être deux deuxièmes tours sur deux années différentes, ou en tout cas un premier ou un deuxième conditionnel. Moi, je pense qu'il faut continuer une année de plus avec lui, avec un effectif bien construit, une saison complète avec des armes, et on verra quoi. Tu vois, moi, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est un joueur mobile, il a un bras canon, d'accord. Mais moi, je trouve que c'est vraiment sur la lecture du jeu. Euh, c'est vraiment sur la lecture du jeu où je trouve que qu'il a du mal. Je trouve qu'il a du mal à analyser les covers en défense. Il prend souvent la mauvaise décision sur le joueur à qui lancer le ballon. Alors oui, il a pas énorme de cibles, mais il y a des fois, il y a quand même des évidences là-dessus. Des fois, il va prendre la décision de courir alors qu'il a un joueur qui est ouvert. Et moi, c'est vraiment là-dessus. Et pour le coup, euh, autant travailler sur de la précision, autant travailler sur des aptitudes physiques, c'est quelque chose où il y a de la progression. Autant la lecture, je pense qu'il y a un côté inné. Alors ça se travaille aussi, on est d'accord, mais il faut vraiment tomber sur des bosseurs assez Ouais. incroyables parce que c'est se bouffer de la vidéo en permanence, permanence, permanence. Je trouve qu'il y a un côté inné à avoir et j'arrive pas à le voir chez Fields. Ok, ouais, non, je comprends. Après, moi, j'ai aussi cette vision où plus tu acquiers de l'expérience, alors faut du travail, hein, mais plus tu acquiers de l'expérience, plus les situations que tu vois, finalement, même sans travailler, ton cerveau finit par les reconnaître. Tu sais, il y a un peu ce truc, on dit, Il y a ce côté ben en fait, cognitif. ouais, plus t'as été plongé dans un truc, en tout cas quand ça concerne le sport, plus t'as l'impression qu'il ralentit, que le jeu Ah, ralentit pour exactement. toi. Et je pense vraiment que Fields peut atteindre ce palier sans devenir un génie de la lecture du jeu. Le gars, ce sera jamais Drew Brees, tu vois. Mais je pense qu'il peut se rapprocher d'un profil, tu vois. Ouais, la comparaison avec Lamar, elle est trop simple, mais ouais, d'être dans ces profils de Lamar, de Josh Allen, qui ont vraiment cette mobilité, ce bras canon. Et parce que tu vois, il fait pas non plus des erreurs à la Jameis Winston. Genre, tu vois, il a pas fait des saisons où il lance 28 interceptions. Mm. Genre, il, il a un volume de passe qui est encore très bas. Et je pense qu'il faut aller le challenger là-dessus. Je pense que ça passe par un bon entraîneur des QB ou un bon backup QB qui connaît la ligue, tu vois. Moi, j'aimerais bien que les Bears ils puissent signer un backup ou un mec genre qui a 35 ans, qui est en fin de carrière, mais qui a 15-20 ans dans la ligue, quoi, et où le gars, il lui dit, écoute, Tu moi, je penses suis à Joe passé dans Flacco? les équipes. Ouais, par exemple. Après, bon, Flacco, moi, je suis à sa place, je vais voir les équipes. Tu vois, Il a je suis signé, ça Flacco. y est, hein. Il est au Ouais, Colts. ouais. Oui, c'est vrai. Mais ce type de joueur-là, moi à leur place, je vais voir les équipes qui sont en galère. Petit QB de transition à 20 millions à la saison, c'est moi, tu vois. Oui, oui, clairement. Mais ouais, non, moi, Fields, il y a ce côté. En fait, tu vois, tu fais la comparaison avec Josh Allen. On en a parlé la dernière fois avec Alex. Josh Allen, il va faire ses interceptions parce qu'il tente des passes que d'autres auraient pas tenté. Ouais. Euh, Fields, Et c'est je- pas le cas.
Ben, je suis pas sûr. Je trouve que le volume de passe, il est pas assez élevé pour qu'on ait vraiment vu ça. Ben Tu justement, c'est parce qu'il prend pas la décision de lancer. Moi, je pense vraiment que c'est un souci avec ses receveurs. Je pense que DJ Moore, il a réussi à le fournir un peu. Je pense que quand il ciblait Darnell Mooney, il y avait un drop 3 fois sur 4. Et, et il y a eu grosse signature. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de challenger là. C'est que les Bears, grosse signature, gros trade, pardon, ils ont fait venir Keenan Allen. Ben oui. Keenan Allen et DJ Moore. Là, j'ai envie de te dire, s'il réussit pas à les nourrir en ballon, je ferai mon mea culpa et je tournerai la page. Mais ah là là, moi j'ai trop envie qu'ils trade ce first pick, qu'ils aillent prendre une rançon contre des joueurs défensifs et qu'ils laissent une année de plus à Fields, quoi. De toute Donc, façon, j'allais dire, je pense qu'avec un rookie, je pense pas que Caleb Williams soit la solution pour des Bears qui sont sur la pente ascendante. Je suis intrigué par d'autres profils, tu vois, genre Drake May notamment, mais je trouve que la timeline d'un rookie cette année, elle correspond pas aux Bears. Pour moi, je, c'était soit tu signais un QB d'XP, soit tu continues avec Fields. en fait, là où, ben toi, tu t'aurais, en fait, t'as pris le pied opposé, donc c'est compliqué de réussir à trouver un terrain d'entente là-dessus, mais je trouve que en plus la signature cette nuit de Keenan Allen montre une chose parce que en gros les Bears ils avaient deux solutions, c'était bon il y en a une troisième mais moi je pense je les vois pas lâcher ce first pick, je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a Marvin Harrison Jr. et là on parle d'un receveur soi-disant hyper générationnel comme on en voit un tous les 20 ans à la draft au niveau prospect, et je me disais si ils vont pas chercher un QB, ils prendront Marvin avec le first pick. Pour moi, c'était ça Mm. l'asset. Mais donc, quand je vois qu'ils vont chercher Keenan Allen, ben, du coup, ça fait sens de se dire, eh ben, ça veut dire qu'ils vont lâcher Fields, qu'ils vont du coup descendre, parce que Fields, je pense qu'ils auront pas de mal à le trader contre un fin de premier tour ou début de second. C'est quand même un joueur qui a montré, il y en a qui voudront tenter l'expérience. Donc, voilà, ils pourront pas récupérer ni Marvin Harrison Jr. ni un top QB, donc pour moi ça veut dire qu'ils vont se diriger vers un QB. Je me mouille un peu et on en reparlera du coup dans quelques semaines, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ok, dans ce cas, moi je te fais mon prono. Ça descend entre les places genre 6 et 12 et ça prend un joueur sur la O-line ou un corner en fonction des profils dans lesquels on ressortent. J'ai pas encore creusé absolument tous les profils de draft là. D'ailleurs, j'en profite, allez voir les fiches des camarades de The Trick Play. Ils font un travail vraiment énorme en matière de scouting, vraiment intéressant pour connaître les prospects. Mais ouais, moi je pense qu'ils repartent avec Fields un an de plus. Je pense qu'ils descendent quand même. Je pense qu'ils vont pas sur Marvin Harrison maintenant qu'ils ont pris Keenan Allen. Je vois en fait Marvin Harrison c'est un joueur générationnel, mais j'avoue que même si l'attaque elle ferait rêver, mais pour moi t'as d'autres besoins que Marvin Harrison quand t'as DJ Moore et Keenan Allen. Ah oui, Et du coup soit je prends encore un top corner, soit je prends un mec sur la O-line, mais je descends et justement sur ces équipes là qui ont pas un pick top 4-5, qui vont pas avoir le QB qu'elles veulent et qui auraient besoin d'un QB. Et tu vois, typiquement, c'est un trade dans la division, ça se fera peut-être pas, mais les Vikings qui doivent avoir un pick autour de la 10e place, c'est typiquement le genre d'équipe que t'as envie d'aller tabasser et d'aller dire bon bah les gars, vous avez besoin d'un QB, nous on a le first, par contre ça va vous coûter 2 premiers tours plus 2 deuxièmes tours plus la mère du proprio quoi. Enfin genre au bout d'un moment, je les vois bien faire un coup comme l'année dernière et ouais et prendre des joueurs qui vont répondre à leurs besoins. c'est possible, c'est possible parce qu'on a vu l'année dernière, ils ont fait déjà ce move-là. Donc c'est tout à fait possible de la part du front office des Bears, et ça serait hyper bien joué encore une fois. Aller chercher beaucoup d'assets contre ce first pick, mais ouais, moi je serais parti sur un Drake May. Voilà. Ok, ok. Moi, j'avoue, moi c'est un profil que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup Justin Fields. Il me semble le plus fiable. J'ai l'impression que en fait, j'ai l'impression que son plancher est déjà plus haut que ce que Fields peut donner. Son plafond est peut-être plus bas, mais tu sais ce que t'as, tu l'entoures bien. Ben, du coup, tu te retrouves avec DJ Moore, avec Keenan Allen. Tu viens rajouter un petit coureur avec ça.
non, pour le coup, voilà, je serais parti là-dessus et on verra ce que va faire le. Mais en tout cas, ils nous déçoivent pas chaque année pour le Ouais. moment le board des Bears, donc ils vont sûrement nous faire encore un bon coup, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les Bears, c'est probablement l'une des équipes les plus intéressantes à suivre à l'intersaison depuis 2 ans, vu qu'ils ont le first pick et qu'ils ont un QB qui est, peu importe ses limitations, qui, je pense, est quand même un titulaire en NFL. Et du coup, ils sont dans la situation du roi, quoi. Ils ont potentiellement un joueur qu'ils peuvent laisser à la tête de leur équipe et un asset que tout le monde veut. Donc voilà, à eux de faire les bons calculs. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous feriez vous à la place des GM de cette division, notamment chez les Vikings et les Bears, où il y a deux grosses questions. Pour ça, vous pouvez le faire par pas mal de canaux différents, le front office partout, donc sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et sur Twitch quand nous sommes en live. Sur les plateformes de streaming, vous pouvez nous mettre une note. Si ça vous plaît, mettez 5 étoiles, ça permet aux gens qui ne nous connaissent pas de nous découvrir. Et si mes souvenirs sont bons, Alex essaye de vous mettre à chaque fois un petit champ question qui peut vous permettre de mettre un petit commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos avis. On va se laisser là-dessus, Doug. Merci Ben, beaucoup pour cette jolie performance sur la NFC Nord. J'étais très content qu'on ait cette division pour nous. aussi partagé, on a passé un bon moment, division excitante qui va être encore plus excitante la saison prochaine, donc autant sur la free agency que sur la draft que sur le jeu pur, c'est une division qui est plaisante à suivre. Ouais, et puis on aura l'occasion de se recroiser sur d'autres bilans à l'avenir. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.